Aloha, Charlie. Salut, Abby. Merci encore de m'accueillir chez toi pour ce road trip. Eh ben, il n'y a pas de quoi. Tu es la bienvenue. Merci beaucoup, je suis super contente du coup d'être à la moitié de l'étape en passant par chez toi. Donc pour commencer ce podcast, la toute première question que je te pose, après tu réponds comme tu veux, comme tu le sens, c'est qui es-tu, toi, Charlie Clé? Qui je suis Alors, vu le contexte, j'ai envie de dire je suis auteur, mais c'est peut-être pas forcément la première façon que j'aurais de me définir. D'accord. Après, du coup, c'est une question assez compliquée que tu poses pour débuter. Ah oui, mais oui. Est-ce que tu te l'es posée à toi-même avant de la poser aux Absolument pas. autres? Non, évidemment. Qui je suis? Alors, bon, si je pars sur la première idée et que je dis que je suis auteur, ça peut fonctionner dans le sens où j'ai commencé à écrire à 10 ans. Donc, c'est quelque chose autour duquel je me suis quand même construit. Donc, je pense que je peux quand même dire que je suis auteur. Qui je suis? Ce que j'aime bien dire aussi, c'est que même si je suis pas chauvine, je suis normande. D'accord. C'est une réponse acceptée. Non, c'est une petite blague qu'on fait. C'est vrai que comme je n'habite plus en Normandie, je me suis rendu compte que très facilement, c'était une des façons dont je me présentais rapidement, de dire en fait je suis pas d'ici, et que ça ouvrait à la discussion sur d'autres choses. Donc voilà, auteure normande, c'est déjà un bon début, je trouve. Complètement. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Qui je suis? Eh bien, je suis aussi... Je sais pas, il y a plein de choses qui viennent et à la fois c'est dur de mettre un ordre. Tu dis ce que tu veux, hein, vraiment, si tu sens que t'as pas d'autres réponses, il n'y a pas de souci, enfin vraiment... Il n'y a aucun problème. Alors, je suis une amoureuse de la nature. D'accord. J'aime beaucoup l'extérieur, j'aime beaucoup randonner. Voilà. Je suis une voyageuse. Une baroudeuse. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais en tout cas, il y a l'idée, oui, c'est ça. Voyageuse, alors soit à pied, soit autrement. J'aime beaucoup... beaucoup découvrir un pays à la fois par un trek, voilà, une bonne randonnée à pied et ensuite en visitant la capitale, en visitant différents lieux, mais toujours avec le côté nature et pas uniquement culturel. D'accord, oui. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà un très beau tableau, complètement. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui viendront après. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous en faire part. Mais si un jour, toi, tu réfléchis à la question pour toi-même, franchement, je veux bien entendre la réponse. Il n'y a pas de souci, j'essaierai de me poser la question, mais d'abord, je vous la pose à vous tous. Et après... c'est facile comme ça d'avoir les idées des autres. Complètement. Après, je vous réécoute tous et je me fais ma réponse. Mais c'est une bonne question. Merci. Et du coup, comme la première réponse qui t'est venue, c'est « je suis auteur », donc tu m'as glissé que tu avais commencé à écrire quand tu avais 10 ans. Ça, c'est jeune, enfin, c'est chouette. Qu'est-ce qui t'a poussé alors à ce moment-là de prendre le crayon et d'essayer d'imaginer quelque chose? Ça te faisait rêver? T'avais la tête dans la lune? En fait, je crois pas... C'est une question qui revient souvent, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs qui ont commencé relativement tôt. Enfin, je suis pas la seule pas tant que ça, à avoir commencé mais oui, à cet âge-là. Il y en a beaucoup, oui. Mais tu vois, par exemple, si je prends un exemple concret sur, par exemple, la rencontre que j'ai faite avec Rime de Bervuy, ça fait que 3 ans, finalement. Du coup, c'est vraiment très, très différent. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu les deux côtés. Il y a soit ceux qui ont commencé très jeunes et qui ont soit après arrêté ou soit poursuivi ou pas, mais qui ont commencé relativement jeunes, et ceux qui s'y sont mis vraiment une fois adultes, mais voilà, qui ont déjà leur famille et qui un jour se disent tiens, j'ai besoin aussi. Alors pour quelle raison, je sais pas, mais qui ressentent ce besoin-là plus tard. Moi, c'était pas un besoin. Je crois que c'est juste quelque chose que j'aimais bien. D'accord. Au départ. Enfin, j'ai toujours beaucoup aimé, enfin c'est tout bête, mais j'ai toujours beaucoup aimé les rédactions en cours de français, voilà, les trucs comme ça. C'est ça. C'est ça. Bon, après j'en ai peut-être perdu, on verra ça tout à l'heure. Mais et là où j'ai vraiment commencé à écrire, on va dire un roman, donc j'étais en CM2, donc c'est en ça où je me souviens que voilà, je devais avoir 10 ans.
Et donc, je jouais avec 2 autres camarades d'école dans la cour de récré. Et on s'inventait des histoires. Donc déjà, l'imagination, on va dire, était déjà là collectivement. Déjà, oui, voilà, entraînés dedans. Oui, voilà, on s'entraînait tous les 3 un peu dans un univers, voilà, où on était que les 3 à jouer à ce truc-là. Et je sais pas qui a eu l'idée, enfin vraiment, je m'en rappelle plus, mais on s'est dit, tiens, on va écrire ce qu'on a fait quand on a joué, quoi. Et on avait écrit, mais genre 2 pages, quoi. Oui. C'était pas... Oui, c'est un début. Voilà, c'est ça. On avait écrit 2 pages d'un truc, voilà, qui était un peu sorti de nulle part. Et je les ai laissés de côté parce qu'après, je suis rentrée en 6e. Ces amis-là, on s'est un peu perdu de vue. Enfin, c'est allé vite, en quelque sorte. Et voilà, et je l'ai ressorti quand ma sœur, du coup, a commencé à écrire. Pareil, elle a dû commencer à écrire vers l'âge de 10 ans, on a 3 ans d'écart. D'accord, ouais. Donc, quand elle a commencé à écrire, ça m'est revenu, j'ai ressorti mes 2 feuilles. Ça refait tilt. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, là, je me suis lancée et après, j'ai jamais vraiment arrêté, en fait. D'accord. C'est vraiment quelque chose qui t'a suivi après tout le temps. Oui, il n'y a que là, depuis 1 an, où du coup, je m'oblige à mettre l'écriture en stand-by et c'est très difficile pour moi parce que du coup, j'ai d'autres projets en cours et je ne peux pas mener tout de front. Tout en même temps, voilà, c'est trop compliqué. Mais sinon, depuis, voilà, on va dire depuis 10-13 ans, j'ai toujours eu un livre en cours d'écriture ou au moins de relecture. Ouais. C'est super intéressant, c'est cool. Ça fait 20 ans, quoi. Mais c'est pas mal, ça fait une belle carrière déjà d'écrivain derrière toi. Ouais. Et ces textes, du coup, que finalement tu as pu écrire pas mal de choses, j'imagine, donc depuis la CM2 et jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tous ces textes-là, c'est des choses qui aujourd'hui se retrouvent dans ton univers actuel ou c'est resté que des manuscrits au fond d'un tiroir? Alors, déjà, tout ce que j'ai commencé, on va dire, je l'ai mené à bout. D'accord. Ah ouais, t'as arrivé à chaque fois, aller jusqu'à la fin. Oui. Génial. Voilà. C'est pas à penser tout le monde d'aller vraiment au bout de son histoire, finalement. Ouais, alors c'est pareil, je me rends pas compte, du coup, pour les autres, mais je sais que... Voilà, ma cousine qui écrit aussi a fait beaucoup de débuts. D'accord, oui. Et à un moment, alors parce qu'elle a pas le même degré d'exigence aussi, parce que voilà, pour une raison ou une autre, elle a pas forcément poursuivi et donc elle accumule beaucoup de débuts. Oui. Donc milieu ou voilà, mais moi déjà tout ce que j'ai commencé, j'ai mené jusqu'au bout. Alors à tort ou à raison, voilà. Mais il y avait un point final. Voilà, c'est ça. Après, il y a toute la phase de relecture et tout ça, donc il y a des choses que là, tout ce que j'ai écrit n'est pas publié. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi, que j'ai pas fait suffisamment parce que je trouve pas le temps non plus forcément de le faire, c'est d'écrire en commun. Donc par exemple avec cette cousine en l'occurrence, on a écrit des nouvelles ensemble. D'accord. Donc à 4 mains. Voilà, c'est ça. Et qui là sont restées dans les tiroirs parce que voilà, c'était sur le moment, ça nous faisait plaisir d'écrire ensemble et voilà, à aucun moment on s'est dit tiens on va le publier ou autre. J'ai écrit aussi à 4 mains avec ma sœur justement. D'accord. Et c'est des choses que je trouve... Une famille d'écrivains. C'est chouette. Il doit y avoir quelque chose. Une transmission. C'est un ancêtre. C'est ça, c'est un truc à regarder. Pourtant il y a l'arbre généalogique qui est commencé, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu... Voilà, mais bon, on sait pas. Mais ouais, toujours est-il que voilà, il y a certaines choses qui sont restées dans les tiroirs, mais qui ressortiront peut-être un jour. C'est des choses qui aujourd'hui que tu as conservées du coup. Oui. Oui, c'est bien. Du coup, elles ne sont pas perdues, c'est chouette. Tu jettes un coup d'œil un peu à ton écriture d'avant et te dire, ah tiens, aujourd'hui c'est peut-être pas tout à fait la même. Oui. Ça fait quel effet alors? D'accord, c'était pas la question à poser. Non, franchement. Mais, parce que je trouve que c'est à la fois il y a du positif et il y a du négatif dans le sens où on n'écrit pas à 15 ans comme on écrit à 25, on écrit à 30, quoi. Bien Donc, sûr. Bon, déjà, sans parler de la thématique, mais le style évolue, puisque de fait, j'ai toujours écrit, j'ai continué à écrire au fur et à mesure, donc on s'entraîne aussi. Oui, complètement. T'as une vraie évolution qui s'est fait progressivement. Voilà, il y a des choses sur lesquelles au début on fait pas attention, puis finalement après on se dit il y a quand même ça qui va pas ou des choses comme ça. Donc quand je relis des choses que j'ai écrites vraiment au début, je me dis oh là là mais quelle horreur. Et ces trucs-là, faut les mettre sous le tapis. mais d'un autre côté, ça montre aussi la progression. Oui, de là où t'es partie. Voilà, je suis partie de là, maintenant j'arrive à ça. Alors,
Et peut-être que quelqu'un d'autre qui le lit va me dire non, mais ce que tu écris aujourd'hui, finalement, c'est moins bien que ce que tu écrivais au début. Enfin, je sais pas, après, je peux pas. Je prétends pas dire si c'est mieux ou pas, mais pour moi, ouais, voilà, ça toi, montre une évolution. Que évolué, oui. Ouais, et vraiment de dire, il y a certaines choses sur lesquelles vraiment je porte de l'attention, des trucs sur des rythmes de phrases, des mots, des détails auxquels j'aurais pas forcément fait attention avant, ou des choses comme ça, quoi. Donc, oui, mais c'est vrai que ça fait bizarre, quoi. Des fois, ça pique un peu quand même, mais c'est un bon exercice. J'imagine. Et du coup, en termes d'écriture, de quel côté, d'un point de vue univers, tu te plaçais, dans quel genre, en fait? Est-ce que tu as toujours écrit un peu la science-fiction? Est-ce que c'était plus du thriller? Est-ce que c'était plus du policier? Enfin, tu avais déjà un genre de prédilection, ou c'était vraiment t'ouvrir à tout et que tu tentais plein de choses? Non, j'ai toujours eu un côté un peu fantastique. Si tu veux, par exemple, tout bêtement, ce sur quoi on jouait quand on était gamin, donc on était 3 et on avait chacun un sens super développé. D'accord. Et donc il nous arrivait des tas d'aventures. On allait dans des mondes, dans des mondes parallèles, et puis on avait chacun la vue, l'ouïe et l'odorat. Ok, c'était lequel le tien? Louis. Super pratique, j'imagine. Ouais, tu vois bien. Et donc, du coup, voilà, il y a toujours eu quand même, dès le départ, cette touche de fantastique. Alors, que j'ai des fois remise un peu plus en arrière-plan, notamment sur un des premiers que j'ai auto-publié. D'accord. Où là, pour le coup, c'est une dystopie. D'accord. Donc, on est vraiment sur quelque chose de type Hunger Games. Il n'y a pas de fantastique, rien, mais si je réfléchis bien, je crois que c'est le seul où il n'y a pas qui est vraiment une petite dans cette veine, touche. Comment il s'appelle ce livre, dis-moi? Alors, c'est Jouais-tu. D'accord. Donc, c'est un roman, il est en 2 parties. Et donc, voilà, je te dis, c'est vraiment un roman de type Hunger Games avec un jeu de massacre, avec... voilà, et donc là, il n'y a pas du tout de fantastique, c'est juste dans le futur. Mais, oui, c'est vraiment la société dans le futur, voilà. etc. C'est ça. Mais sinon, je crois que... tous les autres, il y a toujours au moins une petite touche, un petit truc. Donc, ouais, fantastique. C'est vraiment quelque chose qui t'a toujours plu. Pourquoi alors? Est-ce que c'est parce que tu en lisais beaucoup et ça te plaisait, ça te faisait rêver, donc tu t'es dit, voilà, tout naturellement, je vais écrire là-dedans? En fait, je me suis jamais posé la question de pourquoi j'écrivais plutôt dans le fantastique. Ça t'a jamais intéressé d'essayer autre chose, du coup? En fait, je crois que, du coup, alors, fantastique, et puis là, je suis partie sur les derniers, plutôt sur fantasy, mais vraiment toujours, avec des univers qui sont pas forcément en lien avec le nôtre. Alors, peut-être qu'en creusant, on trouverait quelque chose, peut-être que cet univers-là ne me plaît pas, mais alors, par exemple, en polar, j'ai jamais tenté parce que j'ai toujours eu peur de pas savoir doser au niveau de l'intrigue, de faire soit un truc trop emmêlé, soit de pas savoir gérer ce style, donner trop d'indices ou pas assez, ou faire un truc tellement tordu qu'au final on comprend rien, ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui m'est beaucoup moins évident, alors que pourtant j'en ai lu, je suis assez ouverte en tant que lectrice. Tu lis beaucoup de choses différentes? Dans Qui es-tu, je suis lectrice aussi. Ah, voilà, tu vois, ça se complète. Mais du coup, j'ai lu pas mal de choses aussi, de temps en temps, un bon roman historique ou des choses comme ça. Et pareil, en termes, par exemple, si on parle là-dessus, sur roman historique, comme je suis pas historienne, j'aurais tellement peur de me louper au niveau des recherches et d'écrire quelque chose qui soit pas juste. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile, en fait, alors que fantastique et fantasy, même si on peut pas non plus faire n'importe quoi, évidemment, mais voilà, j'ai l'impression que ça me laisse plus de marge de manœuvre où j'ai le droit à l'erreur, quoi, on va dire. Je sais pas. Tu peux toujours au pire justifier ça par c'était de la magie, c'est bon. Voilà. Ça passe. C'est vrai. Non, en histoire, c'est plus compliqué. C'est ça. On peut toujours dire c'était de la magie, mais ça passe pas pareil. Non. Donc, ouais. Mais après, voilà, c'est les seules chose que j'ai pu écrire en dehors des romans, c'était des toutes petites scénettes pour des spectacles historiques, justement, et j'ai trouvé ça super intéressant. Mais on faisait les recherches ensemble, il y avait d'autres personnes pour me dire si c'était juste ou pas. Pour vérifier un peu si c'était ok, niveau voilà, c'est ça. On se donnait un peu des trames, et puis après, moi, j'écrivais plus les dialogues dans le détail, mais voilà, c'était... Mais pareil, c'était une écriture collective aussi, c'était super intéressant, j'ai beaucoup aimé ça. Oui. Mais sinon, non, j'ai mon registre un peu... Un peu privilégié. Oui.
Du coup, en termes de lecture, donc tu lis beaucoup de fantasy. Est-ce que tu as des titres qui t'ont le plus marqué, qui t'ont le plus inspiré peut-être? J'ai toujours lu. Alors, lui, c'est pareil, il fait pas mal de choses différentes. Mais moi, j'ai beaucoup lu de Stephen King. D'accord, oui. Donc, grand auteur. Que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs. Ah ouais? Oui. Faudra qu'on en discute. Qu'on en discute. Pas de problème. Mais j'ai commencé à en lire relativement tôt parce que ma mère en lisait. Donc, donc tu piques ça, les livres de maman. Voilà, sur les étagères ou sur la table basse. Et, voilà. Et tu commences, et voilà. Et après, t'es entraînée dedans. C'est ça. Et donc, ouais, c'est surtout lui. Après, je peux pas dire que j'en ai lu beaucoup étant petite. J'ai pas de titres qui me viennent. Plus récemment, oui, mais du coup, je peux pas dire que c'est ça qui m'est inspiré. Ou de découvrir, dire, ah tiens, il y a eu telle idée aussi, ça ressemble un peu à ce que j'ai fait, c'est sympa. Mais sinon, non. Il y a... comment à la croisée des mondes aussi, que j'avais lu, qui est très belle trilogie. Très belle saga, ouais. J'ai une petite anecdote avec ce livre, c'est qu'en fait, je l'ai découvert parce qu'un de mes cousins me l'avait prêté, puisque j'étais la seule de la famille qui lisait énormément, donc il avait trouvé un vieux livre, il m'a dit tiens, je te le donne, parce que je sais que toi tu lis. Et en fait, donc je l'ai lu, et je me suis dit c'est bizarre, je comprends pas tout, enfin, c'est super, mais je comprends pas tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le tome 2. Okay. J'avais commencé par... Effectivement, j'avais pas toute la base du premier tome. Quand j'ai lu ensuite le premier tome, ça allait mieux. C'est clair. Ouais, c'est un peu dommage. Et du coup, t'étais la seule à lire beaucoup. Ah oui, vraiment. Je suis presque un ovni dans ma famille. Ça vient de mes grands-parents paternels, pardon. Puisque mon grand-père et ma grand-mère lisent énormément. Et ma marraine aussi s'est mise à la lecture un peu plus tard, donc qui est la fille de ma grand-mère. Mais ouais, mes parents ou mon frère, ma soeur lisent aujourd'hui un peu plus parce que après, à force de leur parler de ce que je lisais, ils se sont dit je vais essayer, et donc ils se sont mis à la lecture. Mais ouais, je lis vraiment comme un rat de bibliothèque, quoi. Ouais. Je dévore énormément. Ok. C'est rigolo parce qu'on dit toujours qu'en fait les enfants font comme leurs parents, mais toi en fait pas finalement pas du tout. Moi j'étais bien avec mes livres toute seule et du coup je lisais, ça agaçait mes parents parce que je lisais trop vite. Ils m'achetaient un livre, 3 heures après je l'avais fini, alors on me dit non mais on n'a pas un budget livre conséquent non plus, alors l'avantage c'est que on sait quoi t'offrir à ton anniversaire, à Noël. C'est ça, je faisais toujours ma liste. Bon alors j'aime bien ces livres-là et ces livres-là, et faites-vous plaisir. Mais ça c'est chouette que du coup même si t'étais la seule à lire, ils ont quand même ils t'ont pas découragé. Non, pas du tout. Ça c'est chouette. Et pour La Croisée des Mondes, j'ai une question. Est-ce que t'as vu l'adaptation du film? Le film du coup qui a du coup c'était que le premier qui était sorti. Oui. Alors je l'avais vu, mais j'avoue que j'en garde pas un souvenir impérissable. Donc j'avais pas dû me dire c'est génial parce que c'était pas. Mais ma sœur m'a dit qu'il y avait la série qui était sortie il y a pas longtemps. Ah bon? Une série? Ouais. Tu m'apprends quelque chose. Alors, à vérifier, mais elle m'a dit qu'il y avait une série qui était sortie et qui était vachement bien parce que l'auteur était genre producteur exécutif. Ah, donc il y avait vraiment un vrai regard sur qu'est-ce qui était raconté, la quelle manière, etc. Ouais, apparemment. Génial. À vérifier. Là, je me dis, tout le monde va aller vérifier. C'est pas ça, j'ai mal compris, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave si c'est pas le cas, mais si c'est le cas, ce serait trop bien. Ouais, donc apparemment, j'ai beaucoup aimé l'univers de La Croisée des Mondes. J'ai beaucoup aimé cette histoire qui avait l'espèce de dimension parallèle, le lien avec leurs démons. C'est ça. Ouais, ça j'avais beaucoup aimé aussi. Et puis sinon, moi, il y a eu toute la saga Harry Potter aussi, forcément. Je savais bien que t'étais quelqu'un de bien. En fait, je les ai lus, j'ai bien aimé, mais ça m'a pas... Je suis pas une fan. Honnêtement, donc alors est-ce que je suis encore quelqu'un de bien? Oui, ça va. Tu m'as caché toi, alors je vais peut-être pas trop... oui, alors c'est sûr que demain, en partant, tu diras peut-être plus la même chose. Mais... Voilà. Non, mais... t'as quand même aimé, après effectivement ça t'a pas plus passionné que ça, mais... Ouais, je les ai lus, j'ai aimé. Après j'ai tenté les films, je me suis arrêtée au 5e, je crois. Ça t'a pas plu? J'ai été très très déçue par le 4e. Ah oui, alors le 4, oui en effet. Et du coup j'ai tenté de reprendre au 5e et je sais pas, il y a quelque chose qui était fini. C'était cassé. Voilà. Mais donc du coup Harry Potter j'ai beaucoup aimé.
mais j'ai pas retenu tous les détails, comme tous ces gens qui sont capables de te... Voilà, peut-être que tu en fais partie. Les films par cœur, et les livres par cœur, donc oui, je vois. Après, c'est pareil, par rapport aux personnages, j'ai pas eu plus d'affinité que ça avec les personnages, mais là où j'ai trouvé ça super, c'est vraiment toute cette saga, enfin voilà, qui, du début à la fin, qui se suit, tous ces détails. Plein de rappels. Voilà, c'est ça, tout cet univers qui est créé autour de ces personnages, et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, mais je peux pas dire que ça m'ait inspiré. Et puis sinon, là où j'oublie un truc, et je devrais avoir honte, j'aurais dû commencer quasiment par là après Stephen King. On n'a qu'à dire c'est meilleur pour la fin. Voilà, c'est ça. Ou alors tu peux pas couper et le remettre. J'essaierai. Non, je vais assumer ma honte, c'est pas grave. C'est qu'il y a Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux. Et oui, mais oui. Voilà. Un grand maître aussi de l'écriture, c'est vrai. Donc je peux pas. Heureusement que j'y pense au dernier moment, sinon j'aurais honte. De la saga du Seigneur des Anneaux. Alors je pense qu'il y a aucune saga où je peux dire que je suis fan, dans le sens où j'ai retenu tous les détails, où je connais tous les noms, tous les trucs par cœur et tout ça, mais ça t'a fait voyager, ça t'a vraiment plu. Ouais, s'il y en a un que je connais le mieux, on va dire que c'est celui-là. Est-ce que tu comprends Les Seigneurs des Anneaux et Le Hobbit, ou c'est vraiment juste Le Seigneur des Anneaux? Juste Le Seigneur des Anneaux. D'accord. Après, Le Hobbit fait partie de l'histoire, et de toute façon, c'est un même auteur, univers, bien sûr, mais... un auteur que j'aime bien, mais c'est pas le même niveau de lecture pour moi. Oui. J'ai l'impression, moi en l'occurrence j'ai lu Le Seigneur des Anneaux d'abord et Le Hobbit après, mais j'ai l'impression que, et j'étais déjà adulte, déjà suffisamment grande en tout cas pour lire Le Seigneur des Anneaux, mais je pense que j'aurais pu commencer par Le Hobbit étant plus jeune. D'accord. Du coup, et que c'était peut-être plus facile à suivre. Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même 3 livres assez c'est pas une lecture facile. Voilà, avec des passages qui sont pas toujours... faut s'accrocher. J'ai pas tout aimé, hein. Mais du coup, c'est... Mais bon, oui, Le Hobbit, c'est... Je sais pas s'il a été écrit avant ou après, d'ailleurs, en vrai, mais... aucune idée. Je n'arrive pas à me souvenir si un jour j'avais l'information. Non. Mais bon, donc... mais Le Seigneur des Anneaux, nous, moi, j'ai commencé par les films. Par le premier film, en fait, qu'en plus, avec ma soeur, on voulait pas aller le voir. C'est ma mère qui voulait nous emmener au cinéma parce qu'elle les avait lus, elle nous a presque traînés. Et une fois qu'on a vu le premier film, on s'est dit, mais... Finalement, en fait, c'était trop bien. Et après, on a lu les 3 livres, on a un peu suivi l'affaire, quoi. Mais heureusement qu'elle nous a traînés. Elle avait raison, ma mère. Bon, voilà, je vais pas m'apesantir plus longtemps. C'est de grands univers qui sont très inspirants. De toute façon, ils sont très vastes, très étendus, très complets. Ils abordent tellement de thématiques différentes, etc. Ouais. Moi, je suis impressionnée par tout. Tolkien, il a carrément inventé une langue. Oui, en plus, elle n'est pas facile du tout. T'as essayé de l'apprendre? Non, mais quand on voit l'alphabet, quand on voit à quoi ça ressemble... On se dit, d'accord. Limite, le japonais, c'est peut-être plus simple à côté. Peut-être, mais... et c'est vrai que ça, moi, ça m'impressionne. C'est des choses qui sont... Ouais, créer un univers entièrement avec son langage, avec ses personnages, avec sa culture. Avec ses codes. Avec ses codes, même si tu t'inspires de choses qui existent, tu pars jamais réellement complètement de rien, je pense. Bien sûr. Ah, oui. Mais malgré tout, faut quand même le faire, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Parle-nous un peu de ton univers à toi, alors. Alors, mon univers à moi. Tout. C'est le moment où tu dois tout dire. Oh là là. Je sais pas si je vais oser. Mon univers. Non, tu dis ce que tu veux. D'accord. Tu veux dire de manière générale, ou du coup sur un livre en particulier ou une série en particulier? Comme tu le sens. Comme tu le sens. Parce que du coup, si je reprends... donc là, j'ai publié le dernier tome d'une trilogie qui s'appelle La route hors du monde. Oui, tout à fait. Donc je vais bientôt commencer la lecture du tome 2. C'est dans ma liseuse. C'est pas loin. Ça me met la pression, ça. Moi, j'avais très bien aimé le tome 1, donc il n'y a pas de raison que... Ah, mais on sait jamais. Tout le monde me dit ça pour le dernier, et je me dis, mais vous savez pas comment ça va se finir, vous pouvez être totalement déçus. On sait pas. Donc voilà, par exemple, si je pars de cet univers-là... Donc la route hors du monde.
La route hors du monde. Donc celui-là, donc c'est du fantastique, dans lequel on rentre très progressivement, avec donc une série de chiffres qui est dans la tête d'un adolescent, et donc voilà, avec ses camarades, ils vont essayer de comprendre ce que signifient ces chiffres. De décrypter un peu ce mystère. Voilà. Donc, et progressivement, donc au départ, c'est vraiment, on est sur du relativement terre à terre. Ils vont au lycée, enfin voilà, ils ont leurs parents, ils ont une vie assez normale, et puis ça part plutôt comme une enquête au départ. Et puis petit à petit, déjà dans le premier tome, il y a quand même des trucs un petit peu bizarres qui se passent. Et après, dans la poursuite, en fait, ils partent, il y a une partie du groupe qui s'en va, qui prend son camping-car et qui part vers l'ouest. D'accord. Et c'est pareil, on est dans notre monde, mais peut-être pas, on ne sait pas trop où on en est, et on est un peu sur une frontière qui n'est pas vraiment fait exprès de ma part au départ, mais le fait est qu'on ne sait pas trop s'ils sont encore dans notre monde et qu'il se passe des choses bizarres dans notre monde, ou s'ils ne sont plus vraiment dans notre monde, mais et donc on est tout le long en fait sur ce fil-là, donc il y a ce côté-là que moi j'aime bien du coup, mais oui, c'est sûr, mais c'est vrai que t'aimes bien jouer sur ça du coup, sur cette hésitation de on sait jamais vraiment exactement où est-ce qu'on est. C'est ça, mais le fait est que du coup la trilogie est difficilement classable, parce que on peut dire fantastique, mais en même temps c'est pas tout à fait ça, et c'est un reproche qui m'a été fait. D'accord. Une remarque qui m'a été faite. Reproche par certaines personnes, reproche bienveillant. Hein, oui, bien sûr, mais de dire ce serait bien que tu choisisses quand même ton registre. Et puis d'autres. Décide-toi. Et puis d'autres qui vont me dire, au contraire, c'est bien que tu ne te sois pas mis de barrières, de limites, mais de toute façon, même si je voulais m'en mettre, j'y arrive pas. Oui, donc, voilà. c'est pas spécialement un choix. Mais je crois que sur les autres que j'ai écrits par la suite, c'est pareil. Il y en a où, moi, la première, j'arrive pas forcément à leur trouver un genre. Quand on te demande, tu sais, de mettre, genre, quand tu fais ton auto-édition, on te dit, classez votre livre dans tel type. Alors, polar, thriller, science-fiction, fantasy, c'est ça. Historique, En fait, ça raconte quoi mon truc? Alors, ça rentre dans aucun. Et plein de trucs en même temps. C'est ça, c'est soit tout, soit rien. Enfin, et je pense que du coup, ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait décrire un peu mon univers de manière un peu plus générale. C'est que j'ai du mal à rentrer dans des cases dans bien code précises. Vraiment, oui, d'accord, bien déterminé. Ouais, et de suivre le code effectivement du registre en question. D'accord. Oui. Donc, tu joues du coup avec différents codes, différents registres. C'est ça. C'est très fourbe du coup. Alors, parce que tu vois, quand tu dis tu joues, on pourrait croire que justement c'est fait exprès. Oui, mais pas du tout au final. En fait, c'est ton écriture qui s'est révélée comme ça. C'est ça. C'est ce que j'ai envie d'écrire à ce moment-là, et c'est aussi ce que j'aurais envie de relire. Oui. Parce que je ne sais plus à qui je le disais l'autre jour, mais je fais au moins une dizaine de relectures de chacun des livres que j'écris. D'accord. Donc, si au bout de la deuxième relecture, t'en as déjà marre et que t'aimes pas ce que t'as fait, tu recommences. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un truc quelque part qui pense. C'est ça. Donc, du coup, j'ai écrit d'abord pour moi, et voilà, quand j'écris, j'arrive pas à rester dans un cadre bien déterminé. Je me lance pas en disant tiens, je vais écrire un roman fantastique ou de la fantasy. Voilà, je vais prendre le code avec tout ce qu'il faut mettre dedans et tout suivre, et puis voilà, au moins le registre il est très clair. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, après il y en a certains qui apprécient et d'autres qui apprécient pas. Après ça peut être déboussolant finalement, parce qu'on se dit moi je cherche un film, j'aime que la fantasy. Ouais. Mais du coup ce livre-là, je sais pas ce que c'est, donc est-ce que je prends le risque ou pas? Enfin, ça peut être perturbant. C'est ça. Et du coup, si tu prends le risque, entre guillemets, et soit tu vas dire, finalement, effectivement, il y a un peu de fantaisie, c'est pas tout à fait ça, mais j'aime bien quand même, finalement, j'irai peut-être voir d'autres choses après. Ou soit c'est, non, clairement, ça me plaît pas du tout parce que c'est pas fantaisie ou parce que ça correspond pas aux attentes. Ouais. Ce qui s'entend, après chacun est différent, donc heureusement. De toute façon, il y a autant de lecteurs différents qu'il y a autant d'auteurs différents. C'est ça. Et heureusement. Donc voilà, mon univers est peut-être un peu borderline, quoi, sur ça. sur le registre, en tout cas.
Après, ce que j'aime beaucoup, c'est, là pour le coup, fait exprès, mais bon, après c'est peut-être pas toujours bien fait à voir, c'est plus le lecteur après qui peut me le dire, mais j'accorde beaucoup d'importance aux personnages, d'accord, à leur histoire, d'accord, à leur passé, même si on connaît pas forcément ce qui leur est arrivé avant qu'ils apparaissent dans le livre en général, j'ai quand même une idée de leur vie d'avant et de quand le livre s'arrête. Vraiment sur ça. Ouais, sans le faire forcément consciemment en prenant mon bloc-notes et en écrivant leur histoire, et puis tiens, ils apparaissent à ce moment-là, mais il y a des fois où je me dis, ah oui, tiens, lui, il a dû vivre ça dans sa vie, et c'est pour ça qu'il en est là, et pareil, quand il y en a un livre qui se termine, bah il y en a où je sais ce qu'ils deviennent après, quoi. Je l'écrirai pas forcément, parce que ça n'a pas forcément d'intérêt ou autre, mais je sais ce qui se passe. Mais tu sais dans quelle direction ils vont aller, donc... C'est ça, c'est ça. Et par exemple, pour La route hors du monde, bon, ça s'arrête, et ça s'arrête d'une certaine manière. On va essayer de ne pas spoiler. Bon, je ne parlerai pas ici. Mais du coup, voilà, moi, dans l'idée générale, je sais ce qui arrive après. Mais je l'écrirai pas parce que c'est pas forcément parce que voilà, le cycle c'est fini à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Et du coup, il y a les personnages de manière individuelle et les relations qu'ils nouent entre eux. Et pour toi, c'est important. Ouais. C'est, alors que ce soit des amitiés, des histoires d'amour ou autre, des fois c'est pas forcément de l'amitié, c'est quelque chose de plus lointain, c'est d'autres types de relations, peu importe, mais les relations, elles s'expliquent d'une certaine manière. Enfin, il y a des choses comme ça. Et je sais que j'ai tendance, alors je ne sais pas pourquoi, pareil, hein, il y aurait un truc à creuser, mais j'ai souvent tendance à avoir certains personnages qui ont des relations hyper importantes avec d'autres et qui peuvent limite pas vivre sans. D'accord. Une dépendance voilà, c'est ça, une dépendance un peu affective et même des fois au-delà, même physique en fait. D'accord. Qui va vraiment sur des choses comme ça et ouais, ça on le retrouve quand même pas trop dans La route hors du monde, quoique il y a un personnage un peu comme ça, mais dans les autres, ouais, c'est vrai que on retrouve un peu ce genre de relation pour certains, pas pour tous les personnages, mais un peu comme tu vois, comme on parlait de À la croisée des mondes, comme ils ont leur petit, alors je sais pas comment ça se prononce parce que c'est pas écrit, c'est pas écrit démon, c'est écrit Daimon, je crois, voilà, un peu comme ça. Mais voilà, tu vois ce type de relation là en fait. Et souvent j'ai un personnage parce que c'est ça, quand ils s'éloignent trop, ça leur fait mal physiquement en fait d'être éloignés. Enfin c'est ça. Et moi j'ai régulièrement ce type de relation qui revient en fait. Dans ce que j'écris, alors pourquoi je ne sais pas. Mais ça te plaît, donc tu te fais plaisir aussi. C'est ça. Est-ce que tu as des petites manies d'écrivain, des habitudes, un rituel avant de t'y mettre? Est-ce que t'es plutôt écriture rigoureuse ou écriture bordélique? Ou t'as des fiches personnages ou pas trop? Comment ça fonctionne quand t'écris vraiment? Alors là, dernièrement, j'avais besoin de me faire une chronologie quand même. D'accord. Parce que j'avais plein de personnages sur plein de tomes, enfin sur plusieurs tomes, et après ils se rencontraient, donc il fallait que ça coïncide. Donc quand même, j'étais un peu obligée de faire une chronologie pour être sûre des âges qu'ils avaient. Par contre, je fais pas de fiches personnages. Je fais des trames, des plans avec vraiment des grandes lignes. Un peu quand même. Ou éventuellement des titres de chapitres ou des choses comme ça. Ou des fois ça m'arrive moins souvent en ce moment, mais sinon toujours un truc pour écrire en cas où, et tu sais, des fois t'as l'inspiration qui te vient, mais c'est juste une phrase ou 3 phrases, puis tu les écris et puis tu dis tiens, peut-être que je les intégrerai, des choses comme ça. Donc il y a un côté un peu spontané. Mais sinon moi c'est un petit mélange quand même, parce que même si je fais une trame, des fois t'es surpris. C'est parce que justement, quand tu suis tes personnages, une fois qu'ils sont construits, que tu sais comment ils réagissent ou des choses comme ça, il y a des choses que tu avais prévu de leur faire faire ou de leur faire dire, et arrivé à ce moment-là, tu te dis mais c'est pas cohérent qu'il agisse comme ça comme je voulais lui faire faire. Donc du coup, soit tu reprends tout avant pour qu'il agisse comme tu avais prévu. Oui. Donc tu fais un peu genre la toute puissance de l'auteur, il veut faire ça, je m'arrange pour qu'il fasse ça. C'est moi qui décide. Ou tu dis, bon, le personnage, il
il a pris vie en quelque sorte, et même si moi j'écris et que ça part de ce que j'avais réfléchi, il faut aussi que je le laisse faire son chemin, et même si c'est pas exactement ce que j'avais prévu, bon bah tant pis, on va le suivre et puis on va voir ce que ça donne. Donc moi je fais plutôt comme ça en général. D'accord. Et bon bah des fois c'est un peu pénible parce que bon t'en arrives à des trucs où t'avais prévu genre un truc un peu dramatique, chose comme ça, en me disant oh, c'est pas grave si ce personnage là qui est mis de côté, qui meurt, machin. Et là t'arrives à ce moment-là, tu fais non, finalement pas lui. Et si. Et t'as pas le choix. Bon après là c'est sur du dramatique, mais ça marche aussi sur plein de choses. Sur plein de choses quoi. C'est vrai que genre un jeu de mots que t'avais envie de caser à ce moment-là, tu te dis mais en fait il y a personne qui pourrait sortir ce jeu de mots à ce moment-là, donc tant pis, bah, tu mets pas le jeu de mots. Donc c'est relativement organisé, on va dire, c'est à peu près structuré dans ma tête. Mais bon après voilà, faut accepter aussi que bah, tu maîtrises pas tout. Enfin, pour moi, après, après chacun est différent, mais voilà, moi je me dis que je maîtrise pas tout et que s'ils veulent rester cohérents, et ben c'est eux qui doivent réagir et pas forcément moi. Au tout début que j'écrivais, j'avais toujours un personnage dans lequel je me projetais, on va dire consciemment, en me disant ah ça c'est moi, comment je réagirais à sa place. Et j'ai fini par accepter que ça marche pas, quoi, parce que t'es pas à sa place. Et oui. T'as pas, à moins de faire ton autobiographie, mais t'as pas son histoire, t'as pas. Et du coup, maintenant, c'est plus comment je réagirais à sa place, mais juste, attends, comment lui il réagit, est-ce que c'est logique et voilà, quoi. Sinon, en pratico-pratique, j'ai pas tant de rituels. Je mets de la musique quand j'écris. D'accord. Ça, obligé. Quel type de musique? Tout et n'importe quoi. En fait, j'ai une playlist de chansons que j'aime bien et puis c'est juste les chansons que j'aime bien. Enfin, donc t'écris en musique. Voilà, j'écris en musique. Je sais qu'il faut que j'ai un certain temps devant moi. D'accord. J'arrive pas à écrire genre de me dire tiens j'ai une demi-heure, 3/4 d'heure devant moi, j'écris un petit paragraphe vite fait. J'arrive pas si j'ai pas au moins 1 heure, 1 heure et demie, oui, vraiment voire plus. Pour le temps de te mettre dedans, de t'imprégner. C'est ça, parce qu'en général déjà je prends le temps de relire au moins le paragraphe précédent, voir où j'en étais arrêtée. Et donc ça prend un peu de temps, tu recorriges en même temps, et puis te remettre... Donc ça c'est... Ouais, d'avoir au moins 1 heure devant moi, quoi, si ce n'est plus. C'est hyper important. Sinon, en termes de rituel... Non, j'ai pas... Ça peut être à n'importe quelle heure. Tout est relatif, parce que quand tu travailles, t'as pas non plus... quand tu travailles bien sûr, mais à côté... il y a des auteurs, tu vois, ils vont être plus inspirés le matin ou plus le soir. Enfin, ça dépend aussi des habitudes de chacun, finalement. Non, moi, j'ai pas forcément... Tu vois, il faut vraiment que tu aies et la musique et 1h30 devant toi. Voilà, c'est ça, exactement. Peu importe quand est-ce qu'on est dans la journée. Ouais. Alors, le mieux, j'avais à une époque, ce qui était le rituel, entre guillemets, en tout cas, ce qui fonctionnait le mieux pour moi, c'était faire la fête avec mes amis le samedi soir, me lever pas trop tard le dimanche, aller marcher pendant 2 heures, bien, voilà. Une rando. Une rando, voilà, exactement. La douche, et je me mettais à écrire. D'accord, c'est vraiment un schéma qui t'allait bien. Ouais, ça m'allait bien. Bon, maintenant, je peux plus trop faire ça. Mais ça fonctionnait bien. Mais enfin, voilà, c'était... Parce que c'était un peu le truc parfait, quoi. Tu vois, il y avait les amis, il y avait la marche et il y avait l'écriture. Donc, voilà, tout ce qui était bien. Voilà. Mais sinon, non, après, vraiment, pour écrire, je crois pas avoir... Ou alors, tu sais, c'est tellement intégré que je m'en rends même plus compte. Oui, bah, c'est possible aussi. Hein. C'est vrai que les questions que je pose, des fois, ça oblige à prendre un peu de distance avec ce que vous faites. Et du coup, à vous dire, bon, attends, si je recule un peu sur moi qui suis en train d'écrire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Oui, et puis tu vois, si même toi, tu me disais, moi, par exemple, j'ai tel type de rituel, si ça se trouve, je te dirais, ah, mais en fait, moi aussi. Oui, voilà. Mais là, ça va comme tilter. Ouais, là, comme ça, c'est vrai que je m'en rends pas forcément compte. Pour tout ce qui est inspiration. Après, c'est vrai que quand j'écris, il y a déjà eu tout un travail de fait avant, mais alors pareil, pas forcément conscient, pas forcément je me pose et je réfléchis à ce que je vais écrire, mais il y a tout un travail d'inspiration et de mise en place des personnages, de certaines scènes qui se fait... mouliner un peu tout ça dans ta tête quelques temps avant. C'est ça. Et pareil, sans le vouloir, en général, quand je marche,
quand je suis en voiture, quand je suis dans le train. Donc tous ces moments avant que tu te poses pour écrire en fait. Tous les déplacements en fait, tu vois, il y a un côté... Parce que tes voyages te permettent de prendre le temps pour ça. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, en marchant, c'est assez intéressant, mais dans le train, avec de la musique, et oui. c'est vrai que... Ou même dans le tram... Quand je faisais les allers-retours en tram tous les jours, j'avais la musique et en fait ça se construisait au fur et à mesure et selon les musiques qui passaient, ça t'amène aussi quelque chose. C'est vrai. Fait. Ouais. On a des musiques qui inspirent ou des choses comme ça et qui te débloquent des fois aussi des choses. Tu te dis oh, je comprends pas et là t'as la musique et puis t'as des images qui se mettent et il y a des connexions qui se font. Il y a des connexions qui se font et du coup ta scène où tu savais pas trop comment la finir et avec la musique et les images qui se sont emboîtées, la fin elle est évidente en fait ou des choses comme ça donc ouais, on peut pas dire que ce soit hyper conscient comme fonctionnement. J'ai une question plus en rapport avec l'auto-édition. Comment tu as connu ça? Parce que c'est pas quelque chose qui était très qui aujourd'hui encore n'est pas très démocratisé, même si ça l'est petit à petit. Alors, comment t'en as entendu parler? Est-ce que tu avais des idées préconçues toi aussi? Parce qu'il y a beaucoup de clichés qui traînent autour de cette idée-là. Est-ce que c'est quelque chose qui te tentait pas trop? Est-ce que c'était un choix un peu par dépit? Comment ça s'est passé vraiment tes premiers pas dans l'auto-édition, dans cette communauté-là? Alors, l'auto-édition, j'y suis arrivée un peu, oui, par défaut, par dépit, je sais pas quel serait le terme exact. J'ai publié mes 2 premiers livres dans une maison d'édition, entre guillemets, où c'était en fait les maisons d'édition qui ne sont pas des maisons d'édition, qui sont à compte d'auteur. Ah oui, les fameuses à fuir. Voilà, exactement. Donc, bon, je me permets d'exprimer une opinion totalement, mais à fuir. Je suis contente que tu sois d'accord. Ah oui, non, mais là, ouais. Après, s'il y en a pour qui ça fonctionne et qui en sont contents, voilà. Écoute, tant mieux pour eux. Qui continue. Je voudrais pas, voilà. Mais en ce qui me concerne, c'était vraiment... Ça s'est pas bien passé. Non, c'était... voilà, enfin, pour moi, j'en garde l'image, et d'autres me contrediront peut-être, mais j'en garde vraiment l'image que tu leur donnes un paquet de fric, ils te sortent un livre qui est bien, voilà, avec une couverture, avec ton ISBN, machin, et c'est tout. Ouais. Et rien sur la com, rien sur tout l'accompagnement qui va avec, parce qu'on est auteur, on n'est pas chargé de communication. Bien sûr. Il y a tout ce côté aussi, faire des salons, des événements, etc. C'est ça. Et du coup, pour moi, voilà, c'était vraiment ouais, c'était un peu une pompe à fric, quoi, ce truc. Sûr. Et voilà, peut-être que toi, t'as l'air d'en penser un peu. Non, mais c'est pareil, c'est des choses que j'ai découvert aussi quand j'ai commencé un peu à voir ce qu'était l'auto-édition et j'ai découvert ça, j'ai fait ouh, non, c'est pas... Non, je ne cautionne pas ce genre de pratique. Voilà, donc du coup, ayant vécu ça au départ, bon, après j'étais un peu échaudée, bien entendu. Oui, évidemment, ça me paraît logique. Sans compter que, enfin voilà, moi ce que j'aime c'est écrire. Après le reste, enfin voilà, tout ce qui est promotion, même ne serait-ce que recherche de maison d'édition, choses comme ça, vraiment, pour moi c'est une corvée. Corvée, quoi. Et encore maintenant, tout ce qui est promotion, je m'améliore. Mais d'ailleurs, sinon tu serais pas là. Mais ouais, c'est vraiment un truc que t'aimes pas. C'est pas ton truc, quoi. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'en cherchant, alors après, je pense que j'ai très peu, je savais pas comment chercher en fait. Tu vois, même des maisons d'édition plus petites, mais qui sont des vraies maisons d'édition, des choses comme ça. Il y a tellement de choses sur Internet du coup maintenant que, ayant eu cette première expérience, j'osais plus trop après. Alors, même des maisons d'édition correctes, mais que je connaissais pas, du coup, j'osais pas. Et ce qui fait que je crois que j'ai pas proposé tant de fois mes livres à d'autres maisons d'édition. Je sais même pas si j'ai envoyé une douzaine de manuscrits, tu vois. Enfin, j'ai pas fait non plus beaucoup de démarches. Je dis une douzaine, c'est même pas ça, quoi. C'est une demi-douzaine, c'est voilà. J'ai pas fait plus de démarches que ça parce que je crois que j'ai été vraiment échaudée. Et du coup, alors je sais pas comment j'en suis arrivée à tomber sur The Book Edition, du coup. D'accord. Voilà, en regardant, tu dis bon, alors ça a aussi ses avantages et ses inconvénients, mais où au moins, voilà, tu fais comme ça t'arrange et voilà. Donc pour l'instant, je suis là-dessus parce que
il a fallu apprendre aussi beaucoup de choses parce que tu fais toutes tes démarches administratives toi-même, tu fais ta mise en page, tu découvres Word et toutes ses fonctionnalités. Un plaisir. Un vrai plaisir, exactement. Il y a encore des loupés très régulièrement. Voilà. C'est de l'apprentissage continuel. Hein. C'est ça. Et puis tu te dis, j'en ai fait un, maintenant c'est bon pour les autres. Mais non, parce que tu fais ça tellement souvent que quand tu veux publier l'autre 2 ans après, t'as oublié et tout ça. Donc il faut recommencer. Mais donc ouais, puis bon, ça a d'autres inconvénients aussi, mais du coup, on va dire que c'est ma zone de confort pour l'instant. C'est ce que je connais. Voilà. Tu sais faire. Je sais faire à peu près. Ils ne te demandent pas de te classer dans un registre, sauf pour au moment où tu dois ranger ton livre dans une des étagères de leur bibliothèque, de leur librairie virtuelle. Mais du coup, ils ne te demandent pas, ils n'ont pas de ligne éditoriale, tu n'as pas besoin de rentrer dans un... C'est une plateforme d'impression de toute façon, de publication. Donc finalement, tu es ta propre éditrice. Donc effectivement, il n'y a pas de ligne à suivre. C'est ça. Alors que, pour le coup, moi, ça m'est jamais arrivé, mais... Il y a plusieurs auteurs auto-édités qui disent bien, mais moi j'en avais marre qu'on me demande de suivre tel type de ligne éditoriale ou d'avoir un rendement, entre guillemets, une productivité de un livre par an ou un livre tous les 2 ans et qui du coup manquait de liberté finalement. Complètement. Donc moi je suis pas arrivée là par rapport à ça, mais bon, le fait est que j'ai... Et du coup tu as trouvé cette liberté et qui te plaît aujourd'hui? Qui me plaît après, je sais pas, j'avoue que honnêtement toutes les démarches administratives et tout, c'est lourd quoi, faire la promotion de son livre quand tu ne sais pas te vendre, c'est compliqué. Donc non, c'est sûr qu'il y a aussi des avantages aux maisons d'édition, donc si un jour j'ai l'opportunité, pourquoi pas. Bien sûr. Mais voilà, en attendant, et vu que je cherche pas, à moins que l'opportunité soit créée par elle-même, on ne sait jamais, mais vu que je cherche pas pour le moment, il y a peu de risques, il y a peu de chances, mais donc du coup je reste pour l'instant dans ce que je connais, malgré, comme tu dis, tous les préjugés qu'il y a sur l'auto-édition. On est là pour battre ça. C'est ça. Donc c'est cool. Et toi du coup tu en entends, parce que bon, à part les classiques, de toute façon l'auto-édition c'est que les auteurs qui n'ont pas trouvé de maison d'édition. T'en as déjà entendu d'autres préjugés qui étaient un peu... De toute façon tout le monde peut publier tout n'importe quoi, donc c'est nul ce qui est publié en auto-édition. C'est des auteurs qui ont l'ego mal placé. Il y a ça aussi. Il y a plein de choses qui tournent autour de l'auto-édition. Enfin, de toute façon, c'est pas crédible. De toute façon, c'est pas pro. Alors qu'en fait, si. Mais, voilà, donc c'est toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, ça a encore mauvaise presse, même si ça change doucement. Mais du coup, c'est pour ça aussi que moi, ça m'a poussée à me dire, j'ai envie de prendre le taureau par les cornes et dire, non, en fait, oui, il y a de tout. Évidemment, dans l'auto-édition, oui, bien sûr qu'il y a des choses qui sont très, très mauvaises, mais comme dans l'édition classique, en fait. Combien de fois que j'ai pris des bouquins de grandes maisons d'édition, Gallimard et j'en passe, avec une mise en page foireuse, avec des fautes orthographes partout, avec une couverture dégueulasse. Et pour autant, on va pas cracher sur ces maisons d'édition. Pourquoi faire pareil pour l'auto-édition où c'est juste des auteurs qui veulent se prendre en main et avoir liberté sur leur propre univers, tu vois? Ouais. Mais du coup, c'est grâce à des gens comme toi que ça change, grâce... Avec plaisir. Non, mais c'est vrai, grâce au Salon des Indés, qui a eu lieu virtuellement, du coup, mais... Pour cette année, bien sûr. Mais justement, l'année dernière, tu le connaissais donc déjà? J'y étais pas, mais voilà, c'est effectivement... Mais tu le connaissais, et comment tu as connu alors cet événement-là qui s'est passé sur Lyon en juin 2019? Et du coup, c'est Maud, donc, qui est ma chargée de communication à temps très réduit, mais qui a bossé justement sur les salons qu'il y avait, parce qu'elle me dit où est-ce que tu serais susceptible de pouvoir faire des salons, donc, parce que tu vois bien, tu es à Dijon, tu peux pas aller faire un salon à Rennes, oui, bien sûr, il faut que à Bordeaux, ça soit accessible. C'est pas forcément évident, donc elle m'avait demandé de faire la liste des villes où je pouvais être logée par des amis ou de la famille, et donc du coup sur Lyon j'ai des amis, donc elle avait regardé un peu ce qui se passait sur Lyon. Bien sûr. Au niveau littéraire, et c'est comme ça qu'elle a connu
qu'elle a connu tout le petit groupe, donc avec Céline notamment, et puis d'autres. Donc que je n'ai pas eu la chance encore de rencontrer physiquement. En vrai, voilà. mais du coup, voilà, avec qui on a aussi travaillé cette année virtuellement, et c'était super agréable, c'était hyper enrichissant de voir... C'était chouette, l'édition qui s'est faite en ligne cette année, elle était vraiment très très chouette. Oui, et j'ai trouvé ça déjà très courageux de maintenir l'événement et de complètement changer la formule. Enfin, je suis admirative. 3 mois avant le truc, presque. Voilà, et du coup de voir tous ces gens, alors les organisateurs, du coup, organisatrices du salon qui ont travaillé comme ça, beaucoup d'auteurs aussi, moi j'ai manqué de temps, mais beaucoup d'auteurs aussi qui ont animé des tables rondes, qui ont fait plein de choses. Enfin, c'était super chouette de voir l'investissement de chacun pour que ça réussisse malgré les difficultés, quoi. Bien sûr. Et du coup, c'était vraiment intéressant de rencontrer aussi les autres auteurs auto-édités, parce que c'est vrai, bon, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Non, bien sûr. Puis finalement, comme être auteur, c'est un peu être solitaire, il n'y a que lors de ce genre de moment où tu peux rencontrer des pairs dans ce monde-là. Et c'est vrai que du coup, ça manque, parce que, comme tu dis, déjà en tant qu'auteur, c'est souvent un travail plutôt seul, mais en tant qu'auteur auto-édité, tu ne te raccroches même pas à la maison d'édition machin. Tu vois, quand ils font des salons, ils arrivent, ils sont 3-4 auteurs de la même maison, ou des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui les accompagne tout au long du parcours, entre guillemets, des choses comme ça. Et là, de voir d'autres auteurs auto-édités, les difficultés que rencontre chacune, certaines qu'on a en commun, certaines que je rencontre moi, pas les autres, et inversement. Enfin, on a beaucoup échangé là-dessus, et c'était super intéressant aussi de voir les différentes personnalités qui gravitent autour de l'auto-édition. C'est ça, différents parcours. Oui, comme on disait tout à l'heure, comment les gens sont arrivés là, à quel moment ils ont écrit, et tout ça, c'était vraiment chouette, et de se dire que voilà, on est un peu tous dans le même bateau, et bien sûr. Et du coup de voir aussi voilà la solidarité entre les différents auteurs, entre les organisateurs, dans cette communauté. Hein. Oui, et les chroniqueurs également. Enfin, c'est vrai que tout le monde était là, et c'était chouette, quoi. Donc voilà, c'est grâce à des événements comme ça qu'on arrive à promouvoir un peu l'auto-édition. Bien sûr. Parce que sinon, à part dire c'est juste trop mauvais pour une maison d'édition, sinon les gens en général n'ont pas forcément d'autres... Ouais, ils prennent pas la curiosité, et c'est dommage, parce qu'il y a plein de choses qui valent le coup en fait dans la littérature indépendante, et qui ne demandent qu'à être découvertes. Ah non, c'est clair. Mais bon, on fait ce qu'on peut, hein, et ça avance petit à petit. Carrément. J'ai 2 dernières questions, enfin 3. Oh là. Alors si ça augmente au fur et à mesure. Juste 3, c'est les 3 dernières à chaque fois, c'est les 3 mêmes. Tu réponds celle que tu veux, dans l'ordre que tu veux. La première, c'est si tu pouvais t'adresser à Charlie qui avait une dizaine d'années, qui a commencé à écrire, qu'est-ce que tu lui dirais? La deuxième, c'est si tu imagines la Charlie de l'avenir en tant qu'auteur, comment tu l'imagines? Et la dernière, c'est si un auteur ou une auteure qui n'est pas encore publié, mais veut le faire et te demande conseil, que lui répondrais-tu? Maintenant, tu te débrouilles avec ça. J'ai combien de temps? Le temps que tu veux. Je vais commencer par la dernière. Si on me demandait conseil, je dirais le premier... le premier, je ne sais pas s'il y a un ordre d'importance, mais en tout cas, un des conseils que je donnerais, c'est faire relire, accepter l'autre, en fait. Oui. Parce que tant que tu écris pour toi, finalement, on s'en fiche de l'autre. Mais par contre, à partir du moment où tu veux publier, auto-publier, que tu veux... Donc rendre public. Rendre public, exactement. C'est-à-dire que tu t'adresses à quelqu'un d'autre qu'à toi. Il faut aussi accepter les retours. Alors, ça ne veut pas dire modifier pour faire plaisir aux gens. Tu vois, comme moi, quand on me dit il faut que tu rentres dans une case ou autre, c'est pas ça. C'est juste d'accepter la critique positive, négative, mais surtout constructive. C'est accepter qu'on te dise attends, telle phrase, j'ai absolument pas compris ce que tu as voulu écrire. Ah, mais non, c'est parce que tu n'as pas bien lu, machin. Non, s'il n'a pas compris, il n'a pas compris. Bien sûr. Et peut-être quelqu'un d'autre comprendra mal.
c'est relire pour les fautes d'orthographe également. Mais voilà, accepter le regard extérieur et que... Mais c'est dur, hein. Oui, j'imagine. C'est une part de soi qu'on livre à l'autre, donc oui, complètement. Oui, c'est extrêmement difficile. Enfin, c'est un conseil sur lequel j'insiste parce que justement, pour moi, il est difficile à suivre, mais il est important. Moi encore aujourd'hui, il y a une amie qui m'a envoyé un message en disant « Oh, je vais bientôt commencer le livre que tu m'as prêté, donc un de mes livres. Je lui ai dit « Mais tu sais que j'aime pas qu'on me dise ça, j'aime pas qu'on me dise « J'ai commencé ton livre » ou machin. Tu me dis quand t'as fini, mais sinon ça va me stresser. Parce que pas le retour. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure tu m'as dit tu me mets la pression. Ok, moi j'ai pas encore commencé, hein, sache-le. mais du coup voilà, je te le dirai pas quand je le commencerai. Ok, parfait. mais du coup c'est vrai que le regard de l'autre il pèse, il peut être lourd, mais il est hyper important parce qu'il est constructif. C'est vraiment... et du coup, en rigolant, moi, quand les premières personnes qui lisent mes premiers jets, on va dire, c'est ma mère et ma sœur. D'accord, donc c'était bêta lectrice en quelque sorte. Voilà, les number one. mais du coup, en plaisantant, évidemment, je les appelle ma première censure. D'accord. Parce que si moi j'ai fait tout et n'importe quoi, c'est elles qui vont me dire mais attends là c'est pas cohérent, là j'ai pas compris. Elles ont toutes les deux leur regard, ma mère en tant que grosse lectrice, voilà, et ma sœur en tant que auteure également, et elles voient pas les mêmes choses, tout ça, et les retours qu'elles font sont différents. Et du coup, c'est un premier pas. Et comme c'est dans la famille, et en même temps, je pense qu'elles sont... Je me dis, des fois, est-ce qu'elles sont pas un peu trop bienveillantes? Est-ce qu'elles osent vraiment me dire les choses? Qu'elles sont vraiment objectives. Voilà, donc après, il faut passer à l'étape suivante, de dire quelqu'un d'un peu plus éloigné. Sentir, voilà, de son entourage. C'est ça. Et du coup... Mais voilà, vraiment écouter les autres, c'est ça le conseil. Les écouter et prendre ce qu'on a envie de prendre aussi. Et de toute façon, on ne pourra jamais faire plaisir à tout le monde. Bien sûr. Heureusement. C'est impossible de toute façon. C'est impossible. Mais voilà, on a chacun ses goûts. Mais... Et du coup, de se dire, là, on m'a donné tel conseil, toute une liste de choses qui ne vont pas. Qu'est-ce qui, pour moi, doit être changé et qu'est-ce que je souhaite garder, qui fait partie de mon style. Cette phrase-là, on ne la comprend pas, mais c'est comme ça que j'ai voulu l'écrire. Et tant pis, je la garde et personne ne la comprendra, mais c'est pour moi. Mais voilà. Enfin... Non, mais j'ai dit un exemple au hasard, mais l'idée, c'est d'accepter le regard de l'autre, mais... De s'ouvrir au regard de l'autre. Donc, pour le conseil, ce serait ça. Ensuite, si je me voyais à 10 ans... Quand tu commençais à écrire en jouant dans la cour d'école... Commençais à écrire. Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même? Alors... non mais je me dis, est-ce que je me dirais quelque chose, tu vois? Ah oui. Est-ce que je voudrais changer un truc ou pas? Finalement, c'est ça. Peut-être qu'il y avait des craintes, tu sais, qui existaient quand tu étais encore toute petite et que tu aimerais rassurer ces craintes-là, tu vois aussi, ça peut être ça. Non, je pense que je me dirais, mais écoute, tu aimes écrire, écris. Oui. Et... c'est un super conseil que tu peux te donner à toi-même finalement. Je me dis, quand t'es gamin... Après, peu importe où est-ce que ça va te mener, mais si c'est ça qui te tient, si c'est ça que t'aimes faire, si c'est ta passion, si quand t'écris, t'oublies tout ce que t'as autour, si tes personnages, tu les aimes du fond du cœur, peu importe, mais si c'est vraiment ça qui t'anime, écris. Et puis après, tu verras la qualité, tu verras si tu veux en faire quelque chose, peut-être t'en feras quelque chose, mais pour l'instant, à 10 ans, tu t'en fiches, écris. Je pense que je dirais ça. C'est super. Enfin, j'espère que je dirais ça. Si un jour on a une machine à remonter dans le passé, tu pourras peut-être essayer. C'est ça. Non, parce que je m'imagine mal dire, par exemple, ce sera pas facile, mais il faut t'accrocher ou machin. Enfin, non, je pense pas, parce que c'est pas... Même encore aujourd'hui, si j'en avais l'occasion, je suis pas certaine que je voudrais en faire mon métier, par exemple. D'accord. Mon métier... Vraiment l'activité principale, quoi. Oui. Oui. Alors, j'aimerais bien pouvoir y consacrer plus de temps. Bien sûr. Pas assez de temps. Gros problème voilà. pour beaucoup d'auteurs. Mais faire que ça, je sais pas si je pourrais faire que ça, parce que justement, quand c'est un métier, tu as des obligations. Alors que là, quand tu le fais par passion, par loisir... C'est différent.
et bah tu vis pas de ça, donc même si c'est vrai que ce serait sympa, hein. Je dis pas le contraire, mais c'est un peu ambivalent. C'est vrai que tu te dis, bon là du coup j'ai pas de pression, j'ai pas besoin de rendre un manuscrit pour tant de temps, voilà, et si j'étais obligée de faire, est-ce que je perdrais pas quelque chose, alors que là c'est quand j'ai le temps, quand j'ai envie, je m'y mets. Donc je pense pas que je donnerais des conseils très pour pousser à devenir autre chose, mais plus voilà, fais ce que t'aimes, quoi. Et donc je souhaite tes conseils. Et le dernier, c'était dans 10 ans. C'était dans la durée que tu veux, mais la Charlie Clay de l'avenir, l'auteur du futur, comment tu l'imagines, comment tu te projettes? Très bonne question. J'ai déjà du mal à me projeter à l'année prochaine. Je l'imagine retrouver plus de temps pour écrire. Oui, puisque reprendre l'écriture, puisque là du coup ce sera un stand-by pour au moins encore 2 ou 3 ans. Grand stand-by. Ouais. En fait, j'ai repris des études et concilier les deux, c'est compliqué. Ouais. Autant en termes de déjà en termes de temps, c'est compliqué. Oui. De trouver le temps de faire les deux, mais surtout intellectuellement parlant, c'est trop. Oui, j'ai essayé au début, j'ai pas réussi. Donc, c'est... voilà. Tant pis, c'est de côté pour l'instant. Mais donc, du coup, ouais, dans l'avenir, on va dire entre 5 et 10 ans, par exemple, c'est reprendre l'écriture, réussir à avoir plus de temps pour écrire, et puis essayer de se sentir... Enfin, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus progressivement, là, depuis quelques temps, mais... se sentir vraiment légitime en tant qu'auteur. Oui. C'est un truc sur lequel il faut que je travaille. Je sais pas si je suis la seule, mais... Non, c'est une question qui revient très... C'est quelque chose qui revient très souvent, enfin... Voilà. Bien sûr. Et je trouve, voilà, en rencontrant d'autres auteurs, en discutant, en s'ouvrant aux autres, en échangeant sur les parcours de chacun, ça aide aussi à se sentir... légitime en tant qu'auteur, de ne pas avoir entre guillemets honte de dire je suis écrivain. C'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot, ou dire, enfin voilà, c'est. Donc j'espère, voilà, dans 5-10 ans, ou même avant, mais avoir fait aussi ce cheminement qui se fait progressivement, me sentir plus à l'aise quand je parle en tant qu'auteur, de pouvoir dire, enfin je veux dire, quand on me demande ce que je fais dans la vie, mais jamais je réponds spontanément, je suis écrivain. Oui, c'est pas la première idée qui te vient. Mais jamais. et même, c'est pire que ça. C'est parmi les choses que les gens découvrent relativement tardivement chez moi, quoi. Sauf circonstances particulières, parce que nous, par exemple, on s'est rencontrés dans le cadre du livre. Oui, mais voilà, parce qu'il y a aussi le domaine qui était commun. Voilà, c'est ça. Mais du coup, des gens que je vais rencontrer au travail ou dans d'autres circonstances, ça va mettre un certain temps avant qu'ils découvrent que « Ah bon, t'écris des livres ?»« Oui, oui. » Tu m'as dit « Ah, bah t'inquiète pas, je te dis. » « Ah, mais ça m'intéresse. Mais t'es sûre de mon livre, en fait ?» Oui, je vois. Donc voilà, je me dis que dans 10 ans, 5-10 ans, si j'avais pu faire ce travail-là, ce serait chouette. Bah, je te le souhaite. Que Charlie Clay, elle soit écrivain assumé, légitime. Assumé autant dans sa tête que sur son papier et devant son ordinateur. Bah, je te le souhaite en tout cas. Merci. Le podcast arrive à son terme. Eh ben écoute, merci beaucoup. Je n'ai pas vu le temps passer. T'as vu? Merci à toi. C'était un grand plaisir de te rencontrer, de pouvoir changer davantage sur qui tu es. Finalement. Et bah, merci pour tes questions qui sortent un peu de l'ordinaire. On a régulièrement les mêmes questions, mais là, tu en as certaines qui sont sympas. Et donc, tu te poseras la première question que tu poses à tout le monde. J'attends ta réponse. Je te promets que je le ferai. Quand je ne m'engage pas, mais je le ferai. À la fin du road trip. Il faut là que je dorme à la fin du road trip. Et bien justement, ça va t'apporter des idées dans ton sommeil. Tu pourras réfléchir à la question. C'est ça, je vais en cauchemarder. En tout cas, encore merci à toi. Et puis, on se retrouve très vite, de toute façon, sur les réseaux sociaux. Ok, merci à toi aussi. Salut. Salut.